Eric, est-ce que tu peux présenter Bernard en quelques minutes? Ah, mais volontiers, avec plaisir. Bah, Bernard, on a pu le présenter. Bon, c'est une figure justement de l'interdisciplinarité et puis du dialogue entre les sciences sociales et l'agronomie autour des questions de durabilité, de construction d'objets interdisciplinaires qui ont trait justement à la durabilité. Je crois que bah, ça nous fait extrêmement plaisir qu'il soit avec nous pour nous parler aussi de l'agroécologique et son grand champ de compétences. Et puis, je crois qu'on aura un exposé extrêmement inspirant pour tous. Voilà. Merci Bernard encore pour ta disponibilité et ton intérêt. Je vais être rapide. Merci donc de m'avoir fait cette proposition que j'ai sentie un peu piégeuse dès le départ parce que ceux qui me connaissent savent en outre que je ne suis pas du tout un spécialiste des sols. Et vous m'avez dit, ben justement, c'est un peu ce qu'on cherche et puis tu nous interpelleras de ton point de vue. Alors, moi, je vais avoir une première partie pour rappeler un peu ce qu'on met derrière agroécologie. Je vais être très bref. J'ai mis pas mal de diapos, mais c'est plus pour qu'elles puissent exister éventuellement dans un stock de doc à votre attention. Et puis ensuite, je tournerai autour des trois questions que moi j'avais envie de poser au niveau des sols, qui n'ont absolument rien de révolutionnaire par rapport à ce que je viens d'écouter précédemment. Bon, simplement une première diapo quand même pour dire, alors je sais, moi je suis un peu gêné sur le côté, mais bon, c'est pas très grave. Donc une première diapo pour dire quand même que la notion d'agroécologie, elle a commencé, elle a émergé en fait en Europe. Donc vous voyez avec des auteurs italiens, grecs, allemands, autrichiens, dont certains sont devenus américains, hein, mais qui venaient de la vieille Europe, qui sont partis dans les années 30, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Et donc, vous voyez, première partie du XXe siècle, même premier tiers, une production relativement abondante en Europe et qui a complètement disparu du paysage ensuite. Alors, la diapo suivante, comment je... Voilà. Bon, j'ai mis là un auteur russe qui est devenu américain, et entre autres parce que dès le début, Basil Benzine avait écrit que l'agroécologie était à la base de la question des sols. Et je vous passe la diapo suivante, mais vous aurez ça dans mon diaporama, hein, donc on ne va pas ouvre, qui est un article publié dans Soil Conservation. C'est-à-dire que 1938, agroécologie et sol, ça allait bien déjà ensemble, avec des schémas dans lesquels on se retrouverait aujourd'hui. Ensuite, ça a été complètement abandonné en Europe avec, après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, et on a parlé en fait essentiellement du modèle dominant actuel de l'agriculture productiviste. Et l'agroécologie est revenue à nouveau par l'Amérique du Nord, bon, essentiellement par deux auteurs, Miguel Altieri et Stéphane Glissman, qui en fait ont réimporté la pensée agroécologique en Californie à partir de leurs propres expériences en Amérique latine, sur une vision aussi très marquée bon, d'une lecture sociale et de l'agriculture familiale, etc. Un peu moins pour Glissman. Et c'est comme ça que c'est revenu à l'ordre du jour, je dirais presque après 50 ans d'oubli. Hein, oubli que je pourrais presque caricaturer, c'est que Miguel Altieri aussi a publié son bouquin en anglais en 83, ça a été traduit en 85 par Michel Pimbert, qui avait un moment de creux. Moi, je n'en ai entendu parler, bon, à l'époque, je venais juste d'arriver à l'INRA, après avoir travaillé pendant 10 ans à un établissement qui s'appelait l'Orstom à l'époque, dont certains d'entre vous connaissent peut-être les origines. Et j'en ai jamais entendu parler pendant 20 ans. En gros, ce bouquin était disponible en français. J'en ai jamais entendu parler, ni à l'INRA, ni au CIRAD. Évidemment, ça s'est mis à exploser. Voilà, 20 ans après, la production sur l'agroécologie explose. Bon, je vous ai mis là un peu l'histoire. Quand même en France, il faut savoir que l'agroécologie figure comme la priorité de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, portée par Stéphane Le Foll,
avec une définition que je vous ai mis là, hein, parce que bon, pas forcément pour la lire, mais une définition. Alors moi, je ne peux pas la lire en plus parce que j'ai ma tronche et d'autres tronches à droite qui en coupent la moitié. Bon, ce n'est pas forcément très grave pour ce que je voulais en faire, mais bon, pour dire, vous voyez bien que ça relie mécanismes de la nature et dimension sociale, écologique, économique, sociale, et puis ça porte sur mieux tirer parti des relations entre végétaux, animaux, humains, plantes et environnement. Et donc, en France, c'est dans la loi agricole qui n'a pas été remise en cause, hein, la loi d'orientation, c'est comme ça qu'on appelle ces lois, depuis 2014. Au niveau international, il y a eu la publication, donc j'aurais dû mettre la référence, enfin vous le retrouverez, c'est la suite d'un des COAG. Le COAG, c'est la réunion de tous les États, c'est un peu le conseil d'administration de la FAO, qui a sorti 10 éléments et une définition que je vous ai mise ici, bon, qui n'est pas très différente. Bon, de toute façon, les deux définitions sont très agricolo-centrées, hein, bien sûr. Je veux dire, c'est soit le ministère de l'Agriculture chez nous, soit la FAO. Et donc, je vous ai mis la définition FAO. J'ai rappelé ici quand même un travail qui a été fait par une organisation qui s'appelle le HLPE, le High Level Panel of Experts, qui est rattaché à la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies. Ce n'est pas rattaché à la FAO, ça a son siège et son support logistique à Rome, mais c'est directement rattaché aux Nations Unies, et qui a publié en 2019 donc, un rapport sur l'agroécologie et les autres formes d'agriculture durable. Pour dire, bon, j'ai mis les mots-clés qui sortent de ce rapport du HLPE. Bon, c'est forcément une approche transdisciplinaire, puisque c'est à la fois du biologique, du physique, du social, de la plante, de l'animal, de l'humain. Et puis, le discours bien connu aussi, c'est un ensemble de pratiques, hein, c'est-à-dire que l'agroécologie, elle se pratique, ce n'est pas uniquement de la science, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs dans le monde entier, des paysans qui sont engagés dans l'agroécologie, et c'est aussi un mouvement social, c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est un projet normatif, ça porte des valeurs dont certaines visent à changer le monde, au moins dans le domaine de l'agriculture. Bon. Alors, je vous ai mis aussi ici un schéma extrait de ce rapport du HLPE, en vous soulignant ici la définition qui en est donnée dans le HLPE, qui lui a débouché, donc il y avait les 10 éléments de la FAO, là sur les 13 principes du HLPE. Bon, en gros, les points forts du HLPE, c'est de dire que l'agroécologie s'est passée d'une vision homogénéisante à la gestion de la complexité de la diversité, que c'est une adaptation des technologies, mais ce n'est pas piloté par les technologies au service. Ça remet en question la multifonctionnalité, on pourra en discuter dans si on a un peu de temps tout à l'heure. C'est aussi une forme d'apprentissage croisé. Bon, je ne vais pas faire que ça, hein, en gros, voilà, et non pas la voie descendante du savoir et de l'innovation. C'est l'importance accordée au capital naturel. Et puis, c'est une approche multiscalaire où il faut apprendre à intégrer à différents niveaux. Bon, pour un travail qu'on a fait ensemble avec le CIGI et dans lequel Jean-Luc Schott est fortement impliqué, on a relié comme ça, bon, ça peut vous servir, on vous demanderez à Jean-Luc de vous l'écrire, les 13 principes du HLPE, les 10 éléments de la FAO et les 5 niveaux d'organisation proposés par Gleesman, qui part en gros du champ pour aller au système alimentaire. Et quelque part, ça a fait son chemin, ce travail sur l'agroécologie au niveau international, puisqu'il en a été question dans le pré-sommet du sommet mondial des Nations Unies qui va se tenir virtuellement ce vendredi, 23 septembre, qui est annoncé depuis des mois, et qui annoncera la création de 9 coalitions, dont une coalition pour la transformation du système alimentaire par l'agroécologie, avec... Bon, donc, je vous ai mis les quatre points forts de cette coalition. Ça veut dire que normalement, après vendredi, le 23, c'est jeudi, pardon, jeudi, ces 9 coalitions devraient être mises en place et devraient être quelque part chargées de des suites à donner
au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Vous aurez tous remarqué au passage qu'on est passé de sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire à un sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, bon, qui est un changement quand même de la manière d'aborder la question très significatif. Et donc, bon, voilà, je vous l'ai mis là aussi, hein, je veux dire, c'est donc appliquer les recommandations du Comité pour la sécurité alimentaire, c'est-à-dire les recommandations issues de ce rapport du HLPE, hein, renforcer les programmes de recherche et de développement, la dimension cohérence des politiques sectorielles, et puis privilégier les investissements publics et privés en faveur des pratiques agroécologiques. Bon, c'est à quelque part, ça s'institutionnalise au niveau international et ça se démarginalise par rapport au combat latino-américain sur une agriculture paysanne. Voilà. Maintenant, moi, les trois questions que j'ai envie un peu de poser en réfléchissant sur qu'est-ce que je pouvais bien vous dire, ça m'emmerde quand même là, parce que si je ne peux même pas me relire moi, comment est-ce que je peux... Ah, je peux mettre ça, je ne sais pas où. Bernard, vous avez coupé votre micro du coup en faisant votre manip. Je pense que si vous avez un problème d'affichage, il faut aller en haut à droite dans le coin de votre écran. Vous avez une petite icône qui s'appelle affichage et là vous pouvez gérer l'affichage. Mais là on ne vous entend plus, vous avez coupé votre micro. Je vais essayer de le réactiver. C'est bon là, hein, je crois. Ouais. Vous m'entendez? Oui, impeccable, merci. Bon. Alors oui, on va pas faire. Bon, donc en gros, une question sur le court terme, hein, les fonctionnalités à court terme, c'est-à-dire les sols comme un complexe vivant. J'illustrerai rapidement la notion de microbiote racinaire. Comment est-ce qu'on peut revoir les sols comme un ensemble fonctionnel associant du physique et du biologique? Je pense que c'est un petit peu différent de ce que j'ai marqué là, comme le maintien à long terme des aptitudes des sols et de leur qualité physique et biologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sols très fonctionnels et ça ne va pas durer forcément très longtemps, hein. Donc, les questions de lutte contre leur dégradation, de fixation de carbone. Je serai très bref sur le carbone parce que je sais tout ce qui a été fait à l'IRD. Et puis, bien sûr, aussi les sols, au croisement des sociétés et de leur environnement, la question du foncier. Je ne l'ai pas dit uniquement pour faire plaisir à Eric, mais c'était bien la troisième dimension que, bon, les sols, des enjeux de fonctionnalité à court terme, des enjeux, je dirais, de durabilité sur le long, voire très long terme, parce que quelque part, les sols, une fois qu'ils sont dégradés, qu'on a atteint la roche-mère, il faut des durées géologiques, hein. On n'est plus dans les durées des sociétés humaines. Et puis, bien sûr, les sols, c'est leur appropriation, c'est le foncier. Alors, donc, le premier, les fonctionnalités. Merde, je ne sais pas comment... bon, non, ce n'est pas très grave. Donc, ça amène un autre regard sur l'agroécosystème. Pour être très bref, j'ai emprunté ce schéma au chapitre de Barrault et de ses collègues, de Sébastien Barrault et de ses collègues dans le bouquin qu'on a sorti cette année à l'Académie de l'agriculture sur l'agroécologie, pour dire que, bon, le modèle conventionnel de l'agriculture et de l'agroécologie, c'est en gros l'agroécosystème, c'est une boîte noire. On met des intrants pour s'assurer de ce qui va en sortir. Un peu dans un raisonnement, moi, que j'assimile au modèle industriel d'une chaîne, hein. On fait rentrer de l'acier, on a une machine qui fait des presses, il en sort des boulons, hein. On rentre de l'aliment du bétail, on a une vache et ça sort du lait. C'est du coup, le changement, c'est de regarder les agroécosystèmes en soi, d'entrer dans la boîte noire et de regarder comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et là, bon, c'est un extrait du cahier numéro 12 de l'ANR qu'on a sorti cette année sur justement les enjeux de génomique qui pourraient être utiles pour l'agroécologie. Bon, je ne sais pas si vous voyez toute l'image, mais bon, c'est plus pour illustrer que vraiment regarder ensemble comment ça fonctionne. Et que là aussi, les outils de la génomique, c'est pour dire, hein, c'est pas l'agroécologie, c'est pas revenir au 19e siècle. C'est aussi, ceux que ça intéresse, vous regarderez ce cahier qui est accessible et qui est en ligne, qui va être mis en anglais, qui aurait dû déjà l'être mis. Et c'est aussi de voir comment, avec les outils les plus up-to-date de la génomique, on peut mieux aborder
cette complexité, en fait, le microbiote et le métagénome, de ne pas rentrer sur la vision habituelle de la liste des différents microbes, mais de regarder comment ça fonctionne en interaction et comment ça échange avec les plantes. Et donc, c'était mon dernier schéma sur ce point-là, quoi. Sur les plantes, apprendre comme un système interactif complexe. Et de regarder ces fonctionnalités-là, ça fonctionne ensemble. Ce n'est pas deux mondes. Et le raisonnement agronomique qui consistait à ignorer ce qui se passait là et à mettre la sauce dont on avait besoin, comme si le sol était un substrat pour culture hydroponique sous abri, ce n'est pas du tout de faire ça, c'est de piloter cette interaction. Et les plantes, elles se nourrissent par ce qui se passe là et pas uniquement par ce qu'on balance là-dedans, NPK et la vision paradigmatique de l'agriculture. Le deuxième volet, le deuxième questionnement, c'est à long terme. Bon, des sols, je vais les appeler durables. Hein. Donc, comment maintenir à long terme ces fonctionnalités? Il ne suffit pas que ce soit fonctionnel pour que ça dure. Hein. On peut aussi très bien tout épuiser si on n'y fait pas gaffe. La fixation de carbone, 4 pour 1000 et ses limites, je pense que beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. La question de la dégradation des sols, bon, c'est la priorité de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification et donc un enjeu du CSFD. Donc, je pense que là aussi, vous pourrez en discuter avec Jean-Luc Schott. Bon, j'ai mis quelques diapos justement qui sortent des travaux du CSFD simplement pour se dire comment se pose cette question. Donc, l'idée étant bien d'arriver à une neutralité de la dégradation des terres. Hein. C'est une décision quand même vraiment à l'interface sciences politiques, bon, à prendre en compte. Et ce n'est pas que de la fonctionnalité. Et voilà, je veux dire, à la différence de l'eau, les sols complètement dégradés, on ne les récupère pas à notre échelle de temporalité à nous. Bon, et donc, toujours bon, le raisonnement, éviter, réduire, inverser, bon, voilà, des fronts de science, hein, des enjeux de recherche sur le durable, là. Et là aussi, la nécessité d'articulation avec des politiques publiques à différents niveaux d'organisation et d'articulation entre espaces géographiques et entre durées. Et le dernier point donc, que je voulais soulever, c'est quand même que les sols ont aussi une signification dans nos sociétés, la question foncière. Alors, celle des terres disponibles, je vais illustrer très rapidement. Bon, les enjeux d'appropriation avec la question du land grabbing. Et puis peut-être réfléchir un peu sur bon, une chose qui a été évoquée rapidement tout à l'heure. Hein, le sol, c'est à la fois un bien privé, mais avec une diversité de modalités d'usage, de formes d'appropriation, de droit, hein, droit versus usage, les faisceaux de droit, avec toujours ce spectre de la tragédie des communs qui en conclut que la seule façon raisonnable, c'est bien sûr l'appropriation individuelle. Donc, des questions quand même qui se posent cette fois-ci aussi à l'échelle planétaire hein, sur bon, où est-ce qu'on peut cultiver, où est-ce qu'on ne peut plus. Et puis là, je mets ça sous éclairage de la menace du changement climatique. Des chiffrages de la FAO, bon, alors qui sont les terres disponibles. Vous voyez la légende ou vous ne la voyez pas, vous? Parce que moi, je ne la vois pas. Je ne la vois plus, mais moi, je la connais par cœur. Mais vous voyez ou bien ça? Vous pouvez la lire. Elle est lisible pour vous. Parce que moi, c'est un bandeau, c'est vos têtes que je vois à la place de ça. Bon, passons. En bleu, vous avez les surfaces disponibles. Vous avez en marron là les surfaces qui ont été utilisées en 2005 et vous avez le trait rouge sur les perspectives d'utilisation en 2050. Bon, on voit très bien que pour un certain nombre de parties du monde, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, on est pratiquement au taquet. Que les deux seules réserves foncières sur cette planète, c'est en gros l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le bassin amazonien et le bassin du Congo. Bon, le bassin amazonien, vous savez tous ce qu'on peut en penser. J'ai remis là une carte un peu pour illustrer le phénomène du land grabbing. À partir de, vous avez au-dessus, quels sont les pays d'où viennent les acheteurs de terre, et vous avez en dessous
où se trouvent les terres qui sont achetées par les acheteurs de terres. Bon. Donc ça pose bien donc, les questions finales que je voulais souligner. Hein, bon, voilà, les sols. Est-il raisonnable de continuer justement à considérer que la forme d'appropriation et la forme de responsabilité la plus fonctionnelle, voilà, en gros, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des réflexions à mener en termes de biens communs, surtout si on veut relier ces trois dimensions, hein, que les sols soient fonctionnels et qu'on travaille justement sur ce qu'on peut concevoir comme étant un système plante-sol. Et quand je dis sol, c'est bien aussi tout ce qui constitue le microbiote, des virus, des phages aux micro-organismes et aux micro-arthropodes. Et que ça fonctionne dans la durée, ce qui veut dire que forcément, c'est dynamique, que ça se transforme et que figer les choses sur ce qui est optimable aujourd'hui n'est pas forcément les rendre pérennes et leur permettre de s'adapter à des transformations climatiques, politiques, voire à des catastrophes. Et que c'est bien quelque part derrière ça une responsabilité intragénérationnelle entre différentes parties du monde. La dernière carte montre quand même quelque chose. Et intergénérationnelle, si on veut parler en termes de durabilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, pas perdre de vue, hein, cette dimension sociale forte, économique et socio-économique, qui est que les sols appartiennent-ils à des individus qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, ou quelque part, ne sont-ils pas aussi un enjeu pour l'ensemble de l'humanité? Bon, je dirais, comme von Forster, ménager une diversité des choix, et notre travail de chercheur est plutôt d'accroître le nombre de choix que de s'engager dans une vision unique, un peu comme on l'a fait depuis 70 ans sur la plupart des questions que je viens d'évoquer. Et voilà, je pense que j'ai dû aller là au temps qui m'était imparti à peu près. Je n'ai pas suivi avec beaucoup de détails. Donc pour moi, je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions si le temps le permet. Merci beaucoup, Bernard. On va prendre, avec l'accord de Alain, 5 minutes pour des questions. Donc, je vous invite à lever la main et à poser les questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous pourriez arrêter votre partage d'écran, Bernard? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Merci. Et ça sera plutôt 5 minutes, a priori que 10 minutes. En fait, on est aussi contraint parce que Jean-Luc doit faire une intervention à 15h30 et qu'il a aussi un autre rendez-vous derrière, donc on ne pourra pas retarder son intervention. S'il n'y a pas de questions, je vais en poser une première. D'abord, merci Bernard pour cette présentation. Effectivement, je pense que les enjeux que tu donnes autour des sols résument bien en fait un peu la pensée qu'on a déjà eue un peu sur la COSAV. Et j'ai posé une question sur un domaine qui n'est pas le mien, qui est un peu sur le troisième niveau, qui est le foncier. Il y a toute une thématique actuellement, effectivement, sur donner un droit. On donne des droits aux rivières, on donne des droits aux forêts. Est-ce qu'on peut penser un jour qu'on pourrait avoir un droit au sol? C'est-à-dire, est-ce que le sol pourrait être une unité juridique et avoir une représentation juridique? Est-ce que ça te paraîtrait une possibilité intéressante pour lutter contre la dégradation? Ça te paraît illusoire? Je ne sais pas que ça me paraît illusoire, mais je suis très hésitant sur ces droits parce que, bon, en fait, est-ce que ce n'est pas une façon de permettre des alliances? Il faut bien à un moment donné qu'il y ait un porte-parole. Je veux dire, si on met ça en termes de droit, la notion de droit ne fait pas partie de la vie des rivières ni de la vie des sols. Donc, ça veut bien dire qu'on transpose ça dans notre forme, nous, d'organisation sociale, qui passe par le droit. Et donc, ça veut dire que si c'est des choses comme ça, à quel moment ça va être opposable, à quel moment ça va faire l'objet, voire de procès ou d'interpellation. Donc, il y aura bien des porte-paroles, lesquels seront légitimes. Et je pense, moi, qu'il y a personnellement qu'il y a un danger, qu'il faut mieux identifier les responsabilités des uns et des autres
plutôt que de donner des droits à des entités qui jouent pas qui sont pas dans les règles de nos jeux à nous, alors que ce dont on parle là, c'est bien dans les règles de nos jeux à nous. La notion de droit, elle est bien chez nous, parmi les humains, quoi. Voilà. Donc moi, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, parce que c'est nous qui l'écririons. Enfin, c'est nous. Qui est-ce qui l'écrirait, ce droit? Et ensuite, qui, à quel moment, se sentirait légitime pour être les porte-parole? Et là, tout serait permis. Moi, je pense qu'il vaut mieux se poser les questions et identifier les responsabilités pour ce qu'elles sont, et justement sur les différentes façons de préserver les usages, les différents droits, les modes de dévolution, les formes d'appropriation, etc., des ressources, etc. Je ne suis pas favorable à ça, mais je ne suis pas juriste non plus. Ouais, moi non plus. Non, mais je voulais évoquer cette question. Par exemple, il y a, je pense, actuellement en Floride, les zones humides se sont constituées. Donc, il y a les zones humides ont attaqué l'État de la Floride sur leur dégradation en tant qu'entité juridique. Bon, maintenant, voilà, je me pose des questions là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Quels sont les porte-paroles qui disent c'est nous les zones humides, quoi? Oui, oui, effectivement. Non, ça part toujours par de l'humain, hein, de toute façon, c'est clair. Ben oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions là-dessus, Étienne. Oui, je peux intervenir un peu là-dessus pour dire juste un point, c'est que c'est du droit. Donc le droit, c'est toujours une négociation sociale, hein, qui définit un cadre qui est socialement accepté, enfin plus ou moins accepté, mais qui en tout cas, au bout d'un moment, réussit à formaliser quelque chose qui est de l'ordre d'un choix politique en vue d'accorder des droits à des choses qui ne sont pas nécessairement des humains d'ailleurs. Si on regarde les exemples historiques, on voit qu'effectivement, ça apparaît dans des endroits qui sont peut-être plus perméables à une notion un peu large de ce que peut être effectivement ces différentes entités juridiques, plus large que ce que peut imaginer Bernard, c'est-à-dire des communautés dans lesquelles, par exemple, la Pachamama a toute légitimité à devenir quelque chose qui rentre dans une sphère sociale. Pardon, j'enlève ça parce que… voilà, donc en fait, on voit émerger de plus en plus des expérimentations, voire des lois, mais qui sont dans des contextes, pour aller très vite, non occidentaux, et ce qui est assez intéressant en termes de dynamique, parce qu'effectivement, même si le monde occidental a pensé cette nature sujet de droit assez tôt, ce n'est pas ces pays-là qui l'ont appliqué en premier. Ça a été des domaines dans lesquels, effectivement, il y avait une sorte de légitimité sociale à envisager ce genre de nouveautés pour des entités non humaines. Alors, on voit que maintenant, ça se diffuse petit à petit. J'ai une grosse liste là, d'expériences loupées ou pas, et on voit que ça diffuse notamment aux États-Unis, mais ça reste encore très largement dans des contextes dans lesquels la question est probablement moins étrangère aux conceptions de la société qui discutent de ça. Et moi, je profite d'avoir la parole pour poser une question, parce que ce qui est un peu provocatrice, mais on voit que le sol, en fait, réémerge en dynamique assez forte avec d'autres enjeux connexes, et notamment la biodiversité, un peu de la même manière qu'on le voit sur l'eau, c'est-à-dire que l'eau redevient un enjeu social d'autant plus et politique d'autant plus fort qu'il est maintenant vu non plus comme une substance physico-chimique, mais aussi comme un élément vivant. Donc, il se relégitime par sa biodiversité. Et je voulais savoir quelle était la position du sol par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement une capacité à devenir sol en dehors de cette question de la biodiversité? C'est-à-dire que l'émergence dont tu parlais tout à l'heure devient quelque chose qui rend le sol légitime en tant que tel, ou est-ce que c'est qu'un féodé à d'autres enjeux, d'autres thématiques? Je sais que c'est par exemple… inversement, la question de la biodiversité par rapport au climat, c'est-à-dire est-ce que la biodiversité peut émerger grâce au climat ou articuler au climat? Enfin, il y a ces enjeux, je dirais, sectoriels qui touchent directement aussi l'activité scientifique, qui sont, à mon avis, assez importants, et notamment pour une communauté terre et sol comme on l'a aujourd'hui. Moi, je pense que là, on est dans du rapport de force entre communauté scientifique et instance politique, hein. Voilà. C'est vrai que, bon, vu un peu
très rapidement, mais je pense que la biodiversité s'est relancée, se ressourcée en embrayant sur la question du changement climatique et est en train de réobtenir une certaine aura à nouveau et une autonomie, hein, je dirais. Que les sols, ils ont essayé plusieurs fois et qu'ils n'y arrivent pas, que bon, la communauté est probablement peut-être pas assez organisée, pas assez puissante, n'a pas fait les alliances qu'il fallait avec tel et tel courant, force politique ou mouvements sociaux. Que moi, j'ai senti le monde des sciences du sol vibrer au moment du 4 pour 1000, hein, c'est-à-dire que là, ça a redonné, ça a remis à l'ordre du jour, à l'agenda et sur des enjeux relativement importants la question des sols. Est-ce que maintenant, il faut qu'ils soient à la traîne de la biodiversité ou est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent vraiment comme bon, un enjeu de survie de l'humanité, quoi, hein, parce que pour une partie, par prendre, hein, une partie de ce que j'ai dit, ça dépend quand même des fonctionnalités du sol et de la manière dont on va être capable de préserver les fonctionnalités de ces sols au cours du temps, en sachant que ces fonctionnalités sont dynamiques, elles peuvent générer des transformations, qu'il y aura aussi des transformations qui seront impactées par l'extérieur, le changement climatique, voire des événements catastrophiques, quels qu'ils soient. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut que ça court derrière la biodiversité ou est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, ça puisse aussi s'établir autour de chartes, peut-être de droits, comme tu viens de le dire, hein, voilà, mais de manière autonome et pas forcément en embarquant les trains qui génèrent des COP, quoi. Il va être temps de passer à la présentation suivante, si vous en êtes d'accord. Je voudrais d'abord remercier quand même Bernard pour on l'a quand même sollicité relativement tardivement, donc merci d'avoir pris ce temps. Et bon, j'espère qu'on pourra compter sur toi dans d'autres événements autour de cette COSAF, parce que je pense que tu pourras nous apporter avec un regard assez holistique beaucoup de choses. Merci. Je m'excuse aussi de ne pas être avec vous. On avait prévu que je serais avec vous à Montpellier, puis j'ai des petits problèmes domestiques qui sont liés pas du tout au sol, mais à l'hydrologie et aux tuyauteries, qui font que il fallait mieux que je reste chez moi ce matin. Voilà. Voilà. Très bien, merci. C'est réglé. Ils ont trouvé les bons manchons, c'est réglé, ça ne suffit plus. Voilà. Comme quoi, on a des gros problèmes, on a aussi des solutions. Je suis encore avec vous pendant 1 heure, enfin je vous écoute. Hein. D'accord. Ensuite, avec Jean-Luc, on passera à une autre réunion à 16h. Voilà, je vous écoute. Et merci de m'avoir invité. Puis bon, j'espère écoute, pendant cette heure-là, si tu as vous ai apporté à peu près ce que vous attendiez. Voilà.